Madame la secrétaire, chers intervenants, chers participants, bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce premier webinaire organisé en partenariat avec l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui autour de la thématique l'apprentissage tout au long de la vie, fondements, cadre conceptuel et cadre de référence. Et ce webinaire s'inscrit ou inaugure un cycle de rencontres mensuelles destiné à favoriser l'échange, le dialogue, le partage de connaissances et d'expériences africaines et internationales dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie. Et la session d'aujourd'hui vise particulièrement à approfondir la compréhension du concept d'apprentissage tout au long de la vie, related to lifelong learning. Ses principes, ses dimensions aux composantes. Donc, j'aimerais juste, ou je me permets juste de rappeler le déroulé de cet événement. Donc, nous allons commencer par les mots d'ouverture. Nous poursuivrons ensuite par les interventions sur les axes de notre session. Et puis, nous consacrons du temps à l'échange, à la discussion avec les participants avant de passer à la clôture par les points saillants et les prochaines étapes. J'aimerais aussi partager quelques consignes. Donc, merci de consulter le chat pour toute information, pour le choix de la langue, soit la langue française ou la langue anglaise selon votre préférence. Aussi, un court formulaire sera partagé sur le chat. Je vous remercie de bien vouloir le renseigner afin d'être toujours informé par nos actualités, nos activités. Aussi, merci également de poser vos questions sur le chat et seront traitées juste après les interventions. Je vous prie également de garder vos micros coupés tout au long des présentations. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir cette session avec nos intervenants d'ouverture qui portent chacun de son côté une vision claire et forte de l'apprentissage tout au long de la vie aux échelles africaines et internationales. Donc, nous avons avec nous Monsieur Aziz Kachouh, président de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, et Madame Isabelle Kef, directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Monsieur Aziz Kachouh, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Ramadan Mubarak Saïd pour ceux qui jeûnent. J'ai l'honneur de prononcer le mot d'ouverture de ce matin au nom de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie. Chers collègues, chers amis qui nous rejoignent du Maroc et également de plusieurs pays africains, également de pays d'Europe. Je vous remercie pour votre présence, pour le temps que vous avez consacré pour suivre ce webinaire. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie, à l'occasion de ce premier webinaire que nous organisons en partenariat avec l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Et je tiens à remercier Madame Isabelle Kempf, directrice de l'Institut, pour le partenariat stratégique que nous avons déjà signé il y a quelques mois. Et cette action rentre également dans le plan d'action commun que nous avons élaboré entre l'Institut et la Fondation. Je tiens tout d'abord donc à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants et participants qui ont répondu présents à cette rencontre consacrée à un thème fondamental: l'apprentissage tout au long de la vie, fondements, cadre conceptuel et cadre de référence. Notamment les représentants des départements ministériels du Maroc et également de plusieurs pays africains, les membres du conseil d'administration de la Fondation africaine, les représentants de la société civile, les experts universitaires, les organisations internationales et régionales, les acteurs africains d'ATLV ainsi que nos différents partenaires. Aujourd'hui, plus que jamais, l'apprentissage tout au long de la vie s'impose comme un principe structurant des politiques éducatives contemporaines. Dans un monde marqué par des transformations rapides, technologiques, économiques, sociales et environnementales, toutes nos sociétés doivent être capables de s'adapter, d'innover et de renouveler en permanence les connaissances et les compétences des citoyens.
L'apprentissage tout au long de la vie repose sur une idée simple, mais essentielle et capitale. Apprendre ne s'arrête pas à l'école, ni à un moment donné de la vie. Il s'agit d'un processus continu qui accompagne chaque individu tout au long de son parcours professionnel et de vie d'une manière générale, dans des contextes multiples, éducatifs, professionnels, communautaires et sociaux. Cette vision globale et inclusive de l'éducation et de l'apprentissage reconnaît la complémentarité des différentes formes d'apprentissage, formelles, non formelles et informelles, et souligne leur contribution commune au développement humain, à l'employabilité, à la participation citoyenne et à la cohésion sociale. Dans ce contexte, les organisations internationales, en particulier l'UNESCO et son Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie, UIL, ont joué un rôle déterminant depuis plusieurs années dans la promotion de cette approche, en faisant de l'apprentissage tout au long de la vie un pilier central de l'objectif ODD numéro 4, qui vise à assurer à tous une éducation de qualité, équitable et inclusive et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Cette dynamique a été récemment renforcée à l'occasion de la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes, CONFINTEA, tenue à Marrakech au Maroc en juin 2022. Et à cette occasion, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a été adressé aux participants, a souligné l'importance stratégique de l'apprentissage tout au long de la vie pour tous les citoyens africains et a appelé à la création d'un institut africain dédié à ce domaine. C'est dans cette perspective que s'inscrit la création en 2024 de la Fondation africaine de l'apprentissage tout au long de la vie, qui a pour vocation à contribuer à la promotion, au développement et au renforcement des politiques et des initiatives en matière d'apprentissage tout au long de la vie sur le continent africain. Elle se veut un espace de coopération, de réflexion et de mobilisation réunissant institutions publiques, organisations internationales, acteurs de la société civile, chercheurs et partenaires techniques et financiers afin de promouvoir des systèmes d'apprentissage inclusifs et durables sur l'ensemble du continent. Le cycle des webinaires que nous lançons aujourd'hui en partenariat avec l'UIL et que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette démarche. Il vise à créer un espace régulier de dialogue et de partage de connaissances permettant d'explorer les différentes dimensions de l'apprentissage tout au long de la vie, de valoriser les expériences et les bonnes pratiques et de renforcer la coopération entre les acteurs engagés dans ce domaine. Le présent webinaire constitue une première étape importante en proposant de revenir sur les fondements conceptuels de la TLV, ses principes, ses valeurs et les cadres de référence qui orientent sa mise en œuvre. Je suis convaincu que les interventions de nos experts ainsi que les échanges qui suivront permettront d'enrichir notre compréhension commune et de nourrir la réflexion collective autour de ces enjeux majeurs pour l'avenir de l'éducation et du développement en Afrique. Je voudrais, pour conclure, réitérer mes remerciements sincères à notre partenaire, l'Institut de l'UNESCO, pour l'apprentissage tout au long de la vie, en la personne de sa directrice, Madame Isabelle Kempf, pour son engagement constant en faveur de la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie à l'échelle mondiale, ainsi que nos chers intervenants, Madame Medina Bouli de l'UIL et M. Youssef Naït Belhaïd de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohammed VI, Rabat, Maroc. Je tiens également à remercier les collègues de la Commission nationale de l'UNESCO au Maroc qui se sont mobilisés pour mobiliser à leur tour l'ensemble des commissions nationales de l'UNESCO dans différents pays. Et donc, je remercie également toutes les équipes de l'UIL, les équipes de la Fondation africaine, l'équipe technique qui nous accompagne pour réussir ce webinaire, pour leur engagement et l'ensemble des participants de plusieurs pays, comme vous êtes en train de le voir, pour leur contribution à cette initiative. Je souhaite à tous et à tous un excellent webinaire et des échanges fructueux. Je vous remercie encore une autre fois et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Nous allons essayer d'organiser un webinaire mensuel. Le prochain rendez-vous sera le 15 avril à la même heure, à 10 heures du matin, pour un prochain webinaire et nous allons partager avec vous dans les jours qui viennent l'ensemble des informations concernant la nouvelle thématique et les intervenants, etc. C'est pour cela que je réitère encore mon invitation à remplir le formulaire pour qu'on puisse avoir l'ensemble de vos informations, pour vous connecter directement pour vous informer de l'ensemble de nos activités d'avenir. Je tiens à réitérer mes remerciements et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
pour ces propos d'ouverture qui rappellent avec clarté l'importance stratégique de l'apprentissage tout au long de la vie, comme levier d'adaptation et de développement, ainsi que le rôle de la Fondation africaine et de l'UL dans la promotion de cette vision. Donc, je passe à présent la parole à Madame Isabelle Keff, directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie à Hambourg, en Allemagne. Dotée d'une expérience de travail de 30 ans auprès des Nations Unies, Madame Keff apporte à l'organisation son expertise dans les domaines du renforcement des capacités et des conseils en matière de politique et adopte une approche de l'éducation, du développement et de la consolidation de la paix fondée sur les droits de l'homme et le respect des genres. Avant de joindre ou de rejoindre l'UL, Madame Keff a entre autres occupé les postes du chef de bureau de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social à Bonn, où elle a co-créé un réseau mondial de recherche et d'action regroupant des chercheurs, des décideurs et des militants sociaux pour faire progresser une transformation juste et verte de la société, ainsi que de co-directrice de l'initiative Pauvreté-Environnement, du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et du programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE à Nairobi, où elle a dirigé un programme mondial sur les politiques intégrées dans plus de 28 pays. Elle a par ailleurs exercé d'autres fonctions à l'UNESCO, au PNUE, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Madame Keff est l'autrice de nombreuses publications sur le droit de l'éducation et au développement, ainsi que sur la justice sociale et environnementale. Elle est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en politique, philosophie et économie de l'Université d'Oxford et d'un doctorat en économie internationale et développement de l'Université Complutense de Madrid. Madame Isabelle, nous avons l'honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Sarah. Chères mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur Kaidjou, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. Et j'aimerais bien remercier d'abord chaleureusement la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie pour son aimable invitation à cet webinaire inaugural, ainsi que pour l'initiative très visionnaire qu'elle incarne à travers de cette série de rencontres très stratégiques. Merci beaucoup. Et c'est vraiment un honneur pour nous, pour le UIL, de contribuer à ce dialogue aux côtés des acteurs très engagés dans la transformation des systèmes éducatifs sur le continent africain. Comme vous savez, l'apprentissage tout au long de la vie constitue un principe fondamental de l'éducation au XXe siècle. Il porte une vision profondément humaniste, celle d'un monde où chaque individu, à chaque étape de sa vie, a la possibilité d'apprendre, aussi de désapprendre et de réapprendre, non seulement pour s'adapter aux changements rapides de nos sociétés, mais aussi pour s'épanouir pleinement et contribuer activement au développement de sa communauté et aussi exercer pleinement sa citoyenneté et ses droits humains. Cette vision que l'UNESCO promue depuis plusieurs décennies s'inscrit pleinement dans l'agenda 2030, notamment à travers l'objectif du développement 4, ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle était aussi réaffirmée, comme a souligné M. Kaidjou, dans le cadre d'action de Marrakech, adopté lors de la conférence A7 en 2022. Et elle appelle à bâtir des systèmes d'apprentissage ouverts, inclusifs et résilients aussi. Dans cette perspective, l'OIL s'engage activement avec un accent particulier sur l'Afrique, à travers l'appui aux politiques publiques, aux initiatives locales et aux réseaux des acteurs. Nous cherchons à favoriser des avancées très concrètes et mesurables. Parmi nos initiatives figure le réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, qui rassemble maintenant plus de 400 villes dans plus que 90 pays à travers le monde, dont 68 en Afrique. Ce réseau accompagne les municipalités afin d'intégrer l'apprentissage tout au long de la vie comme pilier de la politique urbaine. Il contribue ainsi à renforcer l'inclusion sociale, la cohésion communautaire et le développement durable aussi.
Pour soutenir cette dynamique, nous avons mis en place l'Académie des villes apprenantes, un mécanisme structuré de renforcement des capacités destiné aux responsables municipaux et aux équipes techniques, surtout en éducation, dans les villes membres. À travers des formations ciblées, des ateliers méthodologiques et un apprentissage entre pairs, cette académie accompagne les villes, notamment africaines, dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies locales solides et évaluables. Nous sommes profondément reconnaissantes du soutien apporté par la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie dans cette entreprise. Nous avons également établi un partenariat très stratégique avec l'Université ouverte de Shanghai, dans le cadre duquel nous organisons des ateliers internationaux de renforcement des capacités sur le développement des systèmes éducatifs dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. L'édition de l'année passée, donc 2025, a vu la participation de plusieurs pays africains francophones, dont le Maroc, avec l'accompagnement actif et engagé de la Commission nationale marocaine pour l'UNESCO. L'objectif est d'ancrer durablement leurs réformes et de produire des résultats tangibles à l'échelle nationale. Par ailleurs, l'UAL soutient activement aussi la transformation numérique de l'apprentissage, notamment à travers des projets Delta, qui visent à renforcer les compétences numériques des éducateurs et d'accompagner le système éducatif dans leur transition digitale. Les autres initiatives légales contribuent au développement des compétences globales et à l'innovation dans l'éducation des adultes. Nous animons également les séries de webinaires via notre plateforme, qui est vraiment devenue un véritable espace d'échange mondial sur les thématiques essentielles telles que l'inclusion, la résilience face au changement climatique, l'apprentissage au milieu carcéral et la transformation numérique et la réduction de la fracture numérique. Récemment, nous avons lancé un nouveau cours en ligne intitulé Improving the Digital Competencies of Literacy Educators, développé avec le soutien de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation et de son membre associé Huawei. Ces cours est désormais disponible en anglais, français, espagnol et arabe, et nous vous invitons chaleureusement de vous y inscrire et à les partager au sein de vos propres réseaux. Le UAL appuie également des programmes d'évaluation des acquis d'apprentissage, notamment à travers des initiatives telles que la RAMAET, qui renforce la reconnaissance et la validation des compétences acquises dans les différents contextes. Nous promouvons aussi l'apprentissage intergénérationnel, levier puissant de cohésion sociale et de transmission des savoirs entre générations. Le partenariat récent avec la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie constitue pour nous un cadre stratégique solide pour consolider ces acquis et progresser ensemble vers des résultats très concrets. Le webinaire aujourd'hui offre une opportunité très précieuse pour nous pour approfondir le fondamentaux concept de l'apprentissage tout au long de la vie et réfléchir ensemble aux lignes des actions permettant sa mise en œuvre effective sur le continent africain. Je nous souhaite des échanges riches, constructifs et inspirants, ainsi qu'un excellent atelier. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention et bon atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour votre intervention inspirante qui vient de restituer l'apprentissage tout au long de la vie comme une vision fondamentale du développement humain, durable et communautaire, et tout en rappelant les initiatives lancées dans ce domaine. Donc, nous entrons tout de suite dans le métier ou dans le cœur de notre thématique avec une première intervention sur les enjeux systémiques et les piliers de transformation de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Madina Boli, spécialiste principale de programme à l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie.
Madame Madina Bouli, spécialiste principale, donc il a conduit des initiatives stratégiques visant à renforcer et transformer les systèmes d'éducation non formelle à l'échelle internationale, experte en ingénierie de la formation et en évaluation des apprentissages. Et elle coordonne la recherche-action sur la mesure des apprentissages d'alphabétisation et des alternatives éducatives RAMAID. C'est un dispositif innovant mis en place dans plus de 12 pays d'Afrique francophone. Elle accompagne également des réformes éducatives nationales, notamment au Tchad, en contribuant à la modernisation des curricula et au renforcement des dispositifs d'évaluation. À travers ces interventions, elle conseille les États membres afin de faire de l'alphabétisation et de l'apprentissage tout au long de la vie des leviers majeurs d'inclusion sociale, d'employabilité et de développement durable. Madame Madina, vous avez 20 minutes. À vous la parole. Donc, je vais recommencer en fait mon intervention. Je suis vraiment désolée pour ces aspects techniques, ces problèmes techniques. Donc, je disais que d'abord, je vous dis un grand bonjour et c'est pour moi un grand plaisir d'intervenir dans le cadre de cette première série de webinaires sur la TLV. À la demande de la Fondation, donc, je vais organiser mon intervention autour de 3 dimensions complémentaires. La première, nous allons d'abord examiner les enjeux systémiques de la TLV à la lumière de son évolution conceptuelle. Ensuite, nous allons présenter l'architecture de ce paradigme, c'est-à-dire les principes, les valeurs, les fondations et les finalisations et les finalités, mais aussi le le cadre international qui guide les politiques de l'apprentissage tout au long de la vie. En troisième lieu et en conclusion, nous allons nous intéresser à la mise en perspective de la TLV en Afrique et au rôle de UAL dans la mise en œuvre de la TLV. Donc, parce qu'aujourd'hui, je dis parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde en profonde transformation, apprendre une fois pour toutes ne suffit plus. Il faut désormais apprendre, comme l'a souligné les intervenants à l'ouverture, il faut apprendre à évoluer, à s'adapter et à contribuer tout au long de la vie. Donc, c'est précisément dans ce basculement que s'inscrit la TLV, qui invite à repenser en profondeur notre rapport au savoir, au temps et à la société. Donc, pour mieux comprendre la portée de ce paradigme, nous allons revenir brièvement sur l'évolution conceptuelle. De prime abord, nous pouvons dire que l'idée d'apprentissage qui accompagne la vie humaine de manière continue n'est pas une idée nouvelle. Depuis toujours dans nos sociétés, les savoirs se sont transmis à travers les expériences, à travers la parole, à travers le travail, mais également à travers les relations intergénérationnelles. Donc, on peut dire que l'apprentissage est profondément inscrit dans la vie sociale et culturelle. Et comme on le dit, on apprend du berceau à la tombe. Cependant, au XIXe siècle, avec l'émergence des économies de savoir et la transformation des parcours professionnels, la persistance également des inégalités éducatives, l'apprentissage est devenu progressivement un enjeu central des systèmes éducatifs. Donc, ce qui a changé ici, ce n'est pas la réalité de l'apprentissage, mais c'est sa reconnaissance progressive comme un principe structurant des politiques éducatives. Et cette structuration s'est progressivement construite à travers 3 rapports majeurs de l'UNESCO. Le premier tournant majeur intervient en 1972 avec le rapport de Faure, Apprendre à être, et ce rapport s'inscrit dans un contexte particulier.
Ce contexte est marqué par les tensions de la guerre froide, mais également par les dynamiques de décolonisation et de développement. Et dans ce contexte, les États commencent à reconnaître que l'éducation est un levier stratégique des transformations économiques et sociales. Et c'est dans cette perspective que le rapport de Faure introduit la notion d'éducation permanente qui affirme que l'éducation ne doit pas se limiter à une période de la vie, mais accompagner l'individu tout le long de son existence. Donc, la portée du rapport de Faure est profondément humaniste au sens qu'il ne s'agit pas seulement de préparer l'individu à l'emploi, mais de favoriser le développement intégral de la personne, c'est-à-dire intellectuel, moral, social et culturel. Et une phrase du rapport résume bien cette idée. L'éducation n'est pas une préparation à la vie, elle est la vie elle-même. Le deuxième moment fort intervient en 1996 avec le rapport présidé par Delors intitulé L'éducation, un trésor est caché dedans. Donc ici encore, le contexte international a profondément évolué. Nous nous trouvons face à la mondialisation qui s'accélère, les transformations économiques qui deviennent plus rapides et les interdépendances en société qui se renforcent. Et dans ce contexte, le rapport de Delors propose une structuration de l'apprentissage autour de 4 piliers fondamentaux qui sont apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être. Donc ces piliers, si on les analyse, ils introduisent une vision holistique du développement humain dans laquelle l'apprentissage devient à la fois un levier de développement économique, mais aussi de cohésion et de citoyenneté. On observe aussi au niveau de Delors un glissement au niveau sémantique. Donc on passe de l'éducation à l'apprentissage pour mettre l'accent sur les individus qui apprennent dans des contextes multiples, c'est-à-dire formels, non formels et informels. Plus récemment, le rapport de l'UNESCO sur l'éducation sur les futurs de l'éducation qui ont été publiés en 2021 invite à repenser profondément le rôle de l'apprentissage et cela par rapport au contexte, aux différentes crises auxquelles nous sommes confrontés. Ici, le rapport appelle à un contrat social pour l'éducation fondé sur 3 piliers, c'est-à-dire la justice conjonctive, la solidarité planétaire et la durabilité écologique. Une dimension importante aussi introduite au niveau de ce rapport, c'est la décolonisation des savoirs. Donc ce rapport nous invite à dépasser les approches uniformes de l'éducation afin de reconnaître la légitimité des savoirs locaux qui jouent un rôle essentiel dans la construction de sociétés plus justes et durables. Donc, si nous voyons, nous sommes passés d'une vision humaniste centrée sur le développement de la personne dans les années 70 à une structuration de l'apprentissage dans un monde globalisé dans les années 90 pour évoluer aujourd'hui vers une approche systémique de l'apprentissage capable de répondre aux crises et aux transformations contemporaines. Cette évolution conceptuelle nous amène à poser une question importante. Sur quels principes, sur quelles valeurs et sur quelle finalité repose aujourd'hui la TLV? La slide suivante. Nous avons ici un tableau qui montre les principes, les valeurs et les finalités qui structurent la TLV. On peut le lire vraiment à partir de 4 questions très simples que vous voyez ici. Qui apprend et où? Quand apprend-on? Comment apprend-on? Pour qui apprend-on? Pourquoi apprend-on?
Et ces questions, comme vous le voyez, correspondent aux 5 principes fondamentaux de la TLV qui orientent les politiques éducatives et contribuent à la transformation des sociétés. Si nous allons par exemple au premier point, la question de savoir qui apprendre, cela concerne les individus et donc on peut la relier aussi avec le principe de l'équité et de l'inclusion qui aussi correspondent aux mêmes individus. Donc pour ce qui concerne ce principe, le principe de l'universalité, celui-ci affirme que l'apprentissage est un droit pour tous, à tous les âges et dans tous les espaces de la vie. Mais ce principe doit être complété par l'équité et l'inclusion qui rappellent que l'accès à l'apprentissage n'est pas égal pour tous. Donc les politiques doivent réduire les inégalités et accorder une attention particulière aux groupes les plus vulnérables. Au niveau de UAL, par exemple, nous avons plusieurs initiatives qui soutiennent cette dynamique. Nous avons le réseau mondial des villes apprenantes. Nous avons l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation GAL. Mais nous avons aussi le rapport GRAIL qui suit les progrès des pays dans le domaine de l'éducation des adultes. Pour la deuxième question, quand apprend-on? Il correspond ici au principe de la continuité qui considère que l'apprentissage ne se limite pas à une période, par exemple, de la scolarité, mais se poursuit vraiment tout le long de la vie. Et dans cette perspective, il est important de souligner que les politiques éducatives doivent reconnaître que les individus arrivent avec des connaissances, des expériences, des compétences déjà acquises. Et c'est pourquoi, ici, les mécanismes de reconnaissance, validation, accréditation des acquis de l'apprentissage jouent un rôle essentiel. Ils permettent donc de reconnaître les compétences acquises, par exemple, au travail, mais également dans la vie quotidienne, mais encore dans les contextes non formels. Et ces mécanismes facilitent aussi la continuité des parcours d'apprentissage qui permettent aux individus de poursuivre leur formation à différents moments de la vie. Au niveau de UAL, nous avons développé donc un observatoire mondial de la reconnaissance des acquis qui permet de suivre cette dynamique et de soutenir cette dynamique plutôt. Nous avons aussi des initiatives sur le renforcement des systèmes éducatifs dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie que nous menons ensemble avec notre partenaire, l'Université ouverte de Shanghai. Si nous allons à la troisième question, comment apprend-on? Ici, cela veut dire que l'apprentissage ne se déroule pas uniquement à l'école ou à l'université. On apprend dans les lieux de travail, dans les communautés, dans les lieux culturels. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici la pluralité des formes d'apprentissage, formelles, non formelles et informelles. UAL aussi contribue à cette dynamique à travers, par exemple, toujours le rapport GRAIL, mais aussi à travers la revue internationale de l'éducation IRE, mais aussi la plateforme HAP que nous avons qui permettent vraiment de faire des formations en ligne sur différentes thématiques. En fait, la dernière question est pourquoi apprend-on? Et ici, il correspond au principe de la finalité humanistique qui rappelle que l'apprentissage ne vise pas seulement l'emploi, mais aussi l'émancipation des personnes, le développement de l'esprit critique, la participation citoyenne, etc. Récemment, UAL a publié le guide des communautés vertes qui permet en fait excusez-moi, qui permet en fait de souligner le rôle de l'apprentissage dans les transitions économiques. Donc, nous voyons que ces principes reposent sur des valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales que vous voyez ici, ces principes, les valeurs fondamentales qui sont la dignité humaine, l'égalité,
la justice sociale, la solidarité, le respect de la diversité. Et ces valeurs visent des transformations concrètes qui sont le développement, la dernière colonne, le développement personnel, l'inclusion économique, l'inclusion sociale, la, la cohérence sociale, le développement durable et responsable, etc. Donc, si nous analysons ces principes, ces valeurs, ces finalités, nous pouvons dire que l'apprentissage n'est pas seulement une réforme éducative, c'est un projet de transformation des sociétés. Plusieurs cadres internationaux contribuent aujourd'hui à inscrire la TLV au cœur des politiques éducatives. Nous avons au niveau international l'objectif du développement durable de l'agenda 2030. Au niveau continental, nous avons l'agenda 2060 de l'Union africaine. Au niveau, je pourrais dire normatif et sélectif, nous avons, et je dis normatif et sectoriel, excusez-moi, normatif et sectoriel, nous avons RAL, qui est, nous avons RAL, et nous avons également récemment la déclaration de Marrakech et le rapport également de Grill. Tous ces Madame rapports. Madina, Madame Madina, je me permets juste de vous rappeler que vous disposez encore de 5 minutes. D'accord, j'ai Merci. bientôt fini. Merci Merci. beaucoup. C'est bon? C'est fini? Vous pouvez continuer le prochain. Donc ici, je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide. Nous voyons que ces données montrent que malgré une reconnaissance cognitive forte de l'apprentissage tout au long de la vie, son ancrage dans les systèmes éducatifs reste encore limité. Il relève plusieurs fossés persistants entre, par exemple, les cadres conceptuels et la mise en œuvre opérationnelle. Il peut y avoir un fossé au niveau de la compréhension, dans la mise en œuvre également, entre les ambitions politiques et la participation réelle des adultes à l'apprentissage, mais aussi entre les objectifs affichés et les ressources financières mobilisées. Donc, dans ce contexte, la question qui se pose est la suivante. Comment penser et mettre l'apprentissage tout au long de la vie dans les contextes africains? Ici, je dois dire que le continent africain dispose en réalité de ressources éducatives structurantes importantes. Nous avons des traditions d'apprentissage communautaire, nous avons des cultures intergénérationnelles vivantes, nous avons une richesse linguistique exceptionnelle, nous avons une forte vitalité associative et territoriale, mais aussi une dynamique démographique particulièrement jeune. Donc, plusieurs leviers stratégiques peuvent s'appuyer sur ces ressources pour favoriser une appropriation située de la TLV. Le premier chantier ici, consiste à penser la TLV à partir des réalités africaines. Et le deuxième chantier vise à reconnaître et valoriser les traditions éducatives africaines. Et le troisième consiste à faire de la TLV un levier de transformation, de transformation sociale et de justice conjonctive. Le quatrième chantier porte sur la construction des écosystèmes d'apprentissage ouvert. Et enfin, le cinquième chantier consiste à articuler cette dynamique à une vision continentale et internationale. Donc, vous avez les différents points qui sont ici mentionnés sur la slide. Et ces perspectives trouvent un écho profond dans la pensée de plusieurs intellectuels africains que j'ai cités et qui se trouvent à votre droite. Donc, pour réussir la TLV, l'Afrique doit s'appuyer sur ses ressources éducatives, culturelles, sociales, afin de faire de la capacité à apprendre, désapprendre et réapprendre un levier de souveraineté conjonctive, de cohésion sociale et de transformation durable.
UAL joue un rôle central dans la promotion, le soutien et l'opérationnalisation du paradigme de la de la TLV à l'échelle mondiale, mais également au niveau de l'Afrique. Comme nous avons vu au niveau des différents exemples, donc au-delà de la formulation des cadres normatifs, UAL conduit un ensemble d'activités opérationnelles de production de savoir et de renforcement de capacités qui visent à faire de la TLV un pilier de développement, d'inclusion sociale, de justice conjonctive et de durabilité. Donc, je vous remercie pour votre attention parce que je n'ai pas beaucoup de temps et merci beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup, Madame Madina, pour cet éclairage très enrichissant. Votre intervention a permis de mieux comprendre les enjeux et le cadre de référence de la TLV et a rappelé également le rôle clé de l'UL dans la promotion et le soutien des initiatives d'apprentissage tout au long de la vie en Afrique. Donc, nous abordons maintenant l'une des composantes principales de l'apprentissage tout au long de la vie, qui est l'éducation formelle et qui occupe une place déterminante dans le processus d'apprentissage. Et pour traiter cette question, j'ai le plaisir de redonner la parole à Monsieur Aziz Kaichou, président de la Fondation africaine pour l'apprentissage tout au long de la vie depuis sa création en février 2024, vice-président de la Fondation marocaine du préscolaire depuis juin 2023, après en avoir assuré la fonction de directeur général depuis sa création en mars 2008 jusqu'en 2023. Monsieur Aziz Kaichou a été nommé de mai 2023 à octobre 2025 par Sa Majesté le roi Mohamed VI en tant que secrétaire général du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les secteurs publics et privés, M. Aziz Kaichou a occupé plusieurs fonctions de responsabilité dans les domaines de systèmes d'information, de la transformation numérique et de la gestion de projets stratégiques. Après un début de carrière au ministère de l'économie et des finances au Maroc, puis dans des institutions financières et des entreprises de conseil en système d'information. Elle a contribué à la mise en œuvre des projets d'envergure au Maroc et en Afrique. Elle a également contribué à la création et le développement de la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de la formation, ainsi qu'aux travaux du Conseil supérieur de l'enseignement au Maroc, notamment à l'élaboration de la vision stratégique de l'éducation et de la formation 2015-2030 et les politiques de développement du préscolaire au Maroc. Monsieur Aziz Kaichou est fortement engagé dans les questions de l'éducation et de l'apprentissage de l'enfance, du développement social et des technologies. Monsieur Aziz Kaichou, vous avez la parole et vous avez 15 minutes. Merci pour merci Medina également pour votre présentation. Nous avons beaucoup appris et je vous remercie énormément. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Oh, bon? Oui, tout à fait. Oui. Parfait, très bien. Donc effectivement, donc nous, je vais essayer d'aborder le concept de l'éducation formelle, ainsi que son évolution et également, nous allons donner quelques idées, quelques recommandations à la fin. Comme vous le savez, l'apprentissage tout au long de la vie, aujourd'hui, comme a été dit par Madame Medina auparavant, repose sur trois axes majeurs: l'éducation formelle, l'éducation non formelle et l'éducation informelle. Leur définition, c'est que l'éducation formelle, c'est tout ce qui se fait dans l'école, dans le sens large du terme école, l'université, les centres de formation, tout ce qui est certifiant et diplômant. L'éducation non formelle, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'école, à travers d'autres actions complémentaires, à travers les ONG, à travers d'autres acteurs privés. Et l'éducation informelle, c'est tout ce que nous apprenons dans la vie quotidienne, communautaire, etc. Le concept. Alors, les slides ne passent pas. Parfait. Alors, le concept de l'éducation formelle a subi plusieurs évolutions durant l'histoire. Comme vous le savez tous, depuis que l'homme existe, les systèmes éducatifs existent. Il y avait toujours des logiques d'apprentissage entre les adultes et les jeunes
pour apprendre comment chasser, comment faire l'agriculture, comment vivre, comment s'habiller, comment fabriquer, comment se protéger, etc., etc. Mais, comme vous le savez, il y avait également tous les environnements religieux. Il y avait des systèmes d'apprentissage pour transmettre les valeurs de la religion, également pour transmettre les fondamentaux et les fondements de la vie des différents groupes de population. Mais historiquement, la première fois que le concept de l'éducation formelle a été formalisé, a été abordé, c'est en 18e, 19e siècle, juste après la révolution industrielle, où nous avons eu besoin de former d'une manière structurée, d'une manière massive, les jeunes qui vont travailler dans les usines, les industries, les services, etc., etc. Ensuite, il y avait un moment important, début des années 70, il y avait également un travail de plusieurs chercheurs, de plusieurs concepteurs à travers l'UNESCO pour pouvoir formaliser l'éducation formelle avec tout ce qui va avec. Également, au début des années 2000, il y avait un moment important à travers beaucoup de travaux, à travers l'UNESCO, les Nations Unies, et les chercheurs, les universités et les systèmes éducatifs des différents pays qui ont compris l'enjeu de travailler d'une manière assez forte sur tout ce qui est formel, parce que ça permet de transmettre les valeurs de la nation à chaque citoyen de son plus jeune âge, mais également, il y avait une relation assez forte entre tout ce qui est format éducation formelle et marché d'emploi, et donc par conséquent le développement et par conséquent tout ce qui est économie. Donc, en 2007 également il y avait un autre moment à travers un rapport de l'OCDE et également en 2013 à travers un rapport de l'UNESCO. Les caractéristiques de l'éducation formelle reposent sur 4 axes majeurs. Premièrement, l'institutionnalisation, à travers des environnements adéquats, préparés selon des cahiers de charges, selon des normes, les écoles, les universités, les centres de formation professionnelle principalement. Le deuxième pilier, la structuration et la planification à travers des programmes, donc à travers des curricula, à travers des cycles, des standards, des normes également, toute la hiérarchie de gouvernance des systèmes éducatifs et pédagogiques. Le troisième pilier, tout ce qui est évaluation et certification, pour pouvoir s'assurer que toute la transmission de la connaissance et des savoirs a été bien assimilée, bien acquise par les apprenants, mais également pour s'assurer de l'efficacité de l'investissement qui est fait dans l'éducation formelle. Le quatrième pilier, tout l'arsenal d'encadrement réglementaire, les lois, les notes, les politiques publiques, les feuilles de route, les plans d'action, etc., etc. Donc, ces 4 éléments construisent l'éducation formelle dans chaque environnement et dans chaque pays. Les niveaux d'éducation formelle partent à partir du préscolaire, d'un âge précoce. Il y a des pays qui démarrent le préscolaire à l'âge de 3 ans, d'autres le démarrent à l'âge de 4 ans et d'autres à l'âge de 5 ans, mais le fait est que il y a des sous-systèmes éducatifs qui accueillent les enfants dans leur plus jeune âge. Ensuite, il y a l'éducation primaire également qui aborde la partie généralement de l'âge de 5 ans, 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, de 10 ans, 11 ans, ça dépend des pays. Et dans la plupart des systèmes, ce niveau est considéré obligatoire parce qu'il permet à cet âge-là de travailler sur l'acquisition des compétences fondamentales des citoyens, à savoir la lecture, l'écriture et le calcul. Ensuite, il y a l'éducation secondaire. Donc, c'est un cycle généralement de 3 ans pour le collège et également 2 ans à 3 ans pour le lycée. Et donc, c'est 2 étapes qui préparent les citoyens et qui les orientent pour pouvoir apprendre des métiers, apprendre des connaissances assez avancées et pour les préparer aux étapes suivantes ou directement au marché de l'emploi avec un niveau de formation inférieur au baccalauréat. L'éducation postsecondaire, pas les universités, mais c'est tout ce qui concerne les formations situées après le secondaire et avant l'enseignement supérieur
souvent orientés vers la formation technique ou professionnelle pour pouvoir alimenter la société et alimenter le marché de l'emploi particulièrement avec des profils avec une forte formation technique pour pouvoir travailler directement et occuper un certain nombre de fonctions, généralement des fonctions d'exécution et des fonctions à fort caractère technique. Et puis, il y a le dernier cycle, l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui, avec des systèmes LMD, passe par la licence, le master et le doctorat, et qui petit à petit, qui forme d'une manière globale sur l'ensemble des connaissances fondamentales avant de rejoindre le marché de l'emploi ou le marché pour être utile pour la société de manière générale, pour les licenciés, et puis des formations complémentaires à travers des cycles de master et également des cycles de doctorat pour alimenter par la suite l'ensemble du monde de la recherche et de spécialisation. Donc, ces différents cycles construisent aujourd'hui l'éducation formelle et comme vous le savez, plusieurs pays s'investissent de manière continue, de manière forte dans la construction de leur système formel et également dans leur développement et également dans leur qualité. Sur le plan socio-économique, l'éducation formelle contribue d'une manière forte au développement du capital humain parce que une fois les systèmes formels sont généralisés ou concernent la plupart de la population ayant la tranche d'âge correspondante, automatiquement tout ce travail alimente le développement du capital humain et permet aux différents pays de gagner des points en termes d'indicateurs de développement humain, mais surtout d'avoir des citoyens productifs, des citoyens qui peuvent contribuer d'une manière utile et des citoyens également qui peuvent comprendre l'ensemble des piliers et des valeurs de la nation. Ensuite, l'éducation formelle contribue fortement à la croissance économique et toute la productivité des nations de manière générale. Ça également impacte l'insertion professionnelle et l'employabilité parce que l'accès au marché de l'emploi et le marché du travail exige des niveaux de connaissances adéquats en fonction des différents métiers et des rôles que nous jouons dans le marché du travail. L'éducation formelle également contribue à la réduction des inégalités sociales. L'ascenseur social fonctionne très bien lorsque les systèmes d'éducation formelle fonctionnent et sont élargis et concernent la plupart des citoyens. Et également, l'éducation formelle contribue à combler les déficits éducatifs et intégrer les populations exclues à travers tous les systèmes de discrimination positifs qu'on peut avoir pour attaquer les sujets de l'abandon scolaire, des NEET, des analphabètes, des jeunes en situation de déscolarisation. Également, l'éducation formelle, aujourd'hui, nous constatons depuis plus d'une quinzaine d'années également la composante inclusion pour l'ensemble des populations ayant des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de vie d'une manière générale sont intégrées petit à petit dans le système éducatif avec des solutions adéquates. Monsieur Témoin, il vous reste juste 5 minutes. Merci. Merci à vous. L'éducation formelle comme socle de la TLV repose sur quatre éléments. Premièrement, l'éducation formelle fournit les compétences de base pour chacun de nous. Et donc, ça évite d'une part le manque de connaissances, mais ça contribue également à avoir cette logique d'apprendre d'une manière continue, de désapprendre, d'apprendre et de réapprendre. Également, ça repose sur l'offre des qualifications et reconnue et toute la validation des acquis, le développement des compétences essentielles également à travers toutes les offres des écoles et des universités, et puis surtout créer des habitudes d'apprentissage et favorise l'autonomie. Et ce quatrième axe, c'est ce qui permet à chaque citoyen, une fois il finit ses études à travers le système d'éducation formelle, d'être toujours en apprentissage autonome et de manière continue. Par rapport à notre continent africain, comme ça a été dit auparavant, nous avons plusieurs initiatives. Nous avons la stratégie de mai 63 et nous avons également beaucoup de travaux qui se font à travers les différentes instances des communautés africaines.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une population jeune en Afrique. D'ici 2050, nous serons un jeune sur trois par rapport au monde. Et donc, par conséquent, ceci représente un potentiel économique majeur, une richesse. Et donc, si nous arrivons à travailler fortement sur le système éducatif formel de notre continent, nous allons pouvoir contribuer au développement de notre continent et gagner beaucoup d'éléments. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs initiatives, mais surtout aujourd'hui, nous sommes dans une phase de la stratégie continentale de l'éducation 2026-2035. Et j'invite à ce moment, à ce titre-là, l'ensemble des forces actives de l'éducation, les départements ministériels, les ONG et les organisations internationales à collaborer fortement pour réussir cet agenda. Au Maroc, nous avons fait beaucoup d'efforts surtout depuis l'an 2000 pour pouvoir généraliser progressivement des offres. Nous avons travaillé d'abord pour généraliser le primaire. Nous avons en 2008 atteint un niveau de 94% de généralisation de l'accès à l'école primaire. Et récemment, nous avons, avec un programme sur le préscolaire, nous avons dépassé 80% de taux de préscolarisation en 2025, ce qui donne plus de possibilités, plus de capacités au système éducatif formel au Maroc. Il est structuré sur plusieurs intervenants, des ministères, il y a le Conseil supérieur d'éducation et formation, il y a l'OFPPT pour la formation professionnelle, les académies régionales pour décliner les stratégies publiques sur le socle scolaire, également les universités pour le supérieur. Nous avons également un mix entre les écoles publiques et privées et nous avons également des ONG très actives sur l'éducation formelle avec plusieurs contributions. En termes de chiffres, aujourd'hui, le Maroc compte une population de 38 millions d'habitants. Nous avons 9 millions d'élèves au niveau scolaire. Nous avons du préscolaire au lycée. Nous avons plus de 600 000 au niveau de la formation professionnelle et plus de 1 300 000 au niveau de l'enseignement supérieur. C'est un total à peu près de 11 millions. Donc, nous parlons à peu près un peu moins de 30% de notre population qui est dans un système formel, ce qui, nous pensons, représente un avantage pour notre pays. Il y a un effort budgétaire considérable qui est fait par le Royaume du Maroc sur l'éducation formelle. Environ 6% du PIB est dédié au budget de l'éducation, tout cycle confondu, bien entendu, et ça représente à peu près 25% du budget général de notre pays. Quelques recommandations pour conclure. Les expériences scolaires formelles que nous avons analysées, que nous avons étudiées, nous pensons que ces expériences doivent préparer à l'apprentissage autonome et autodirigé. Donc, nous invitons l'ensemble des pédagogues, l'ensemble des penseurs, des académiciens pour pouvoir orienter les systèmes éducatifs formels vers surtout pour travailler les compétences d'apprentissage continu et d'auto-apprentissage, parce qu'aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, l'avenir offre cette opportunité, mais également, ça peut être un point négatif pour nos jeunes apprenants. Également, l'éducation formelle doit développer la capacité à chercher de manière continue, utiliser, adapter les savoirs dans différents contextes. Donc, c'est plutôt travailler des soft skills au niveau de nos jeunes apprenants. Quelques exemples. Il faut également travailler la validation des compétences acquises dans le cadre professionnel ou communautaire. Nous savons que lorsque nous travaillons, nous apprenons beaucoup et donc il faut qu'il y ait également de la reconnaissance pour pouvoir valider toutes les compétences que nous allons acquérir. Également, renforcer les modèles hybrides d'apprentissage pour prolonger l'éducation formelle le maximum possible dans le temps et dans l'espace. Quelques recommandations également pour les politiques publiques, si on peut le dire. Les politiques publiques doivent lier l'éducation formelle, non formelle et informelle pour créer des parcours continus parce que c'est le même environnement pour chaque citoyen. Les systèmes éducatifs également doivent favoriser les ponts et passerelles entre différents types d'apprentissage. Nous avons encore des difficultés à ce niveau-là dans plusieurs systèmes éducatifs. Et donc, si nous arrivons à résoudre ce problème, nous allons apporter beaucoup de valeur ajoutée aux citoyens. Également, l'intégration de ces politiques d'une manière globale
soutient l'insertion professionnelle et le développement professionnel des jeunes d'une manière continue. Je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous m'avez alloué. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces éclaircissements sur l'éducation formelle. Votre intervention a mis en évidence le rôle central de l'éducation formelle comme pilier du développement socio-économique et socle essentiel d'ATLV. Nous poursuivons maintenant avec deux dimensions complémentaires de l'apprentissage, l'éducation non formelle et l'éducation informelle. Donc, ces deux formes d'apprentissage élargissent notre compréhension des lieux, des temps et des modalités par lesquelles les individus développent leur savoir et compétences. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Youssef Nait Blahid, professeur universitaire et expert chercheur, enseignant-chercheur des sciences de l'éducation, responsable des relations internationales à la faculté des sciences de l'éducation, Université Mohamed V de Rabat au Maroc. C'est le coordonnateur du master éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Monsieur Youssef Nait Blahid est également chercheur associé au Centre de recherche sur les liens sociaux de l'Université Paris-Descartes, Sorbonne, en France, est membre de l'Association internationale des sociologues de langue française et de l'Association des enseignants et chercheurs en sciences de l'éducation. Par ailleurs, M. Youssef, expert international sur le pilotage des systèmes éducatifs et dispositifs d'apprentissage tout au long de la vie auprès d'un certain nombre d'organisations internationales, dont notamment l'UNESCO, l'ALEXO et l'AUF. Enfin, M. Nait Blahid a publié des ouvrages et articles scientifiques sur les problématiques éducatives et les questions sociales. M. Nait Blahid, vous avez la parole et vous avez 20 minutes. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Donc, puis-je vous demander de partager l'écran, s'il vous plaît? OK, tout de suite. Merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord commencer ma communication en remerciant chaleureusement mon ami professeur Kaïchou, président de la Fondation africaine de l'apprentissage tout au long de la vie, pour m'avoir invité à ce premier webinaire donc de vulgarisation de ce paradigme qui s'intitule Apprentissage tout au long de la vie. Donc, je voudrais aussi saluer tout le travail important que fait cette fondation, tant au niveau national qu'au niveau africain et international. Et je pense que ne serait-ce que le nombre qui dépassant le nombre des participants à ce webinaire montre à quel point toutes les parties prenantes sont vraiment intéressées par aller de loin, aller dans l'avant pour ce paradigme que j'estime important. Je voudrais aussi remercier et saluer l'effort considérable que fait l'UL. L'UL et l'UNESCO, donc un centre et une organisation internationale dont le travail sur l'apprentissage tout au long de la vie, sur l'éducation des adultes et sur le droit à l'éducation mérite d'être salué. Et donc là, je profite de l'occasion pour aussi saluer mon ami Medina, avec qui j'ai monté un certain nombre d'actions sur l'apprentissage tout au long de la vie. Je ne pourrais pas commencer ma communication sans aussi remercier toutes les parties prenantes, les ONG qui sont ici présentes, le Forum national, tout le réseau associatif marocain et africain qui sont là pour appuyer justement ce passage vers un système d'apprentissage, on va dire, cloisonné, vers un système d'apprentissage tout au long de la vie où les différentes modalités d'apprentissage se communiquent. Je remercie aussi les organismes de publics, tous les ministères, tous les organismes de l'État au Maroc, en Afrique, qui commencent à croire à cette importance aussi de partage des compétences entre les dispositifs, entre les organismes et entre aussi les acteurs. Donc, j'ai préféré, donc, pour aller dans le sens de ce que, si on peut rester au niveau du titre, s'il vous plaît, Sarah,
Donc voilà, j'ai intitulé, pour aller dans le sens de la continuité des deux communications précédentes, j'ai intitulé ma communication de l'apprentissage vécu à l'apprentissage reconnu, les opportunités de l'éducation non formelle et informelle dans les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie. Je pense que professeur Keshouha, dans la complémentarité de ce que Madina a dit, donc a soulevé l'importance aussi pour les systèmes d'apprentissage formel de s'ouvrir sur ce qui est non formel et informel. Et je pense que l'objectif de ma communication serait justement de montrer que le défi de l'apprentissage et de toutes les politiques d'apprentissage tout au long de la vie serait justement de reconnaître toutes les opportunités de l'éducation non formelle et informelle. Euh, pour ce faire, oui, Sarah. Alors, pour ce faire, je propose d'articuler ma communication autour de 4 points complémentaires. D'abord, donc, parler brièvement de l'actualisation du paradigme de l'apprentissage tout au long de la vie face aux crises globales et à la transition numérique. Ensuite, montrer comment l'apprentissage tout au long de la vie constitue un dépassement réel de la vision scolaire de l'éducation. Troisièmement, je vais aborder l'articulation et les complémentarités entre l'éducation formelle et non formelle. Et je vais finir et terminer par évoquer quelques enjeux, défis et perspectives de l'éducation non formelle, informelle dans les systèmes éducatifs marocains et africains. Alors, vous l'avez, mesdames et messieurs, parfaitement constaté la complémentarité entre tous les intervenants de ce webinaire parce que nous appartenons tous au même paradigme. Et le paradigme, par définition, c'est justement une communauté scientifique qui partage les concepts, les problématiques, les enjeux autour d'une question scientifique particulière. Alors, aujourd'hui, vous avez vu comment donc Madina et aussi M. Kaychouh ont évoqué l'histoire de ce concept de l'apprentissage tout au long de la vie. Je ne vais pas donc refaire cette histoire, mais je voudrais juste scinder cette histoire en 2 moments importants. Les 2 moments qui sont justement le rapport Edgar Faure et le rapport Jacques Delors, qui étaient là pour donner donc une espèce d'approche globale de ce que c'est l'éducation dans le sens de l'apprentissage tout au long de la vie. Mais à partir de 2009-2013, on commence déjà à voir une profusion de publications, particulièrement de l'UNESCO, de l'OCDE et de l'OIT, qui vont dans le sens vraiment de montrer l'importance pour les politiques éducatives nationales et internationales de fédérer les efforts pour aller dans le sens de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, pour vous dire que l'ATLV n'est pas un concept récent, c'est un concept qui date de plusieurs années. Maintenant, il prend de plus en plus de place dans les politiques éducatives. Merci, Sarah. Suite. Alors, si en fait, je suis en train de vous expliquer comment l'apprentissage tout au long de la vie a réussi à prendre le devant de la scène. Il y a d'abord le concept ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, la crise sanitaire, comme vous l'avez certainement, comme nous l'avions vécu, était révélatrice des limites du modèle scolaire traditionnel. Donc, l'interruption massive des activités éducatives, le nombre d'apprenants par milliards qui se sont vus affectés par la fermeture brusque des établissements scolaires et universitaires. Et donc, les systèmes éducatifs ont été dans l'obligation de diversifier les modalités d'apprentissage pour aller dans le développement de l'enseignement à distance dans les universités, le recours à la télévision éducative, les plateformes numériques, la multiplication des initiatives d'auto-formation et de formation en ligne. Donc, moi, je considère que la crise sanitaire a rendu, puisque chaque crise est porteuse d'opportunités, a rendu un grand service au paradigme de l'apprentissage tout au long de la vie, puisqu'il a montré qu'on n'apprend pas uniquement à l'école, mais aussi en dehors de l'école, pas uniquement pour apprendre, mais aussi pour vivre, survivre. Oui? Alors, il y a aussi l'avènement du numérique. Vous voyez, donc, nous l'avons tous constaté. Juste après la question de la crise, on a commencé à voir donc, le numérique comme catalyseur de nouveaux modes d'apprentissage. Et là, c'est une transformation radicale
au savoir, le rapport au savoir et l'accès aux services, aux ressources éducatives. On commence à voir la diversité des plateformes d'apprentissage dans des contextes variés. On commence à apprendre indépendamment des institutions scolaires. Et là, vous avez vu combien des millions et des millions de personnes se sont intéressées à Coursera, edX, Udemy, LinkedIn Learning, etc., etc. Et c'est surtout le plus important que ça a été l'accès aux ressources éducatives libres, Wikipédia, donc Khan Academy, etc. Tous ces éléments ont commencé à montrer qu'on peut apprendre d'une autre manière. Oui. Alors, la crise sanitaire et l'avènement du numérique ont permis une convergence, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle était, on va dire, cet accélérateur de la transformation éducative. Commence à voir la généralisation rapide des dispositifs d'apprentissage, les plateformes numériques, la classe virtuelle, les ressources éducatives en ligne. Et là, on commence à parler de l'enseignement hybride, de l'auto-formation, de la classe inversée et des communautés d'apprentissage virtuelles. Vous voyez donc, ce sont aussi de nouveaux concepts que nous avons vécus et que nous avons côtoyés et que nous nous sommes appropriés depuis pratiquement la crise Covid-19. Là, bon, c'est ce que effectivement j'ai dit, l'essor des technologies éducatives. On parle de personnalisation des parcours d'apprentissage, des systèmes de tutorat intelligents, de l'analyse des données d'apprentissage. Et donc ça a permis un accès permanent aux connaissances, indépendamment des systèmes formels, de l'enseignement formel qui était donc brillamment expliqué par M. Richoux, qui se limite dans le temps et dans l'espace. Oui. Donc, après ce premier point qui explicite et qui montre comment l'apprentissage tout au long de la vie a pris le devant de la scène, essayons de voir comment ce paradigme constitue en lui-même un dépassement de la vision scolaire de l'éducation. D'abord, il faut savoir, on commence maintenant à en être convaincu, l'éducation et l'accès au savoir ne se limitent pas à l'institution scolaire. Donc, il y a aussi d'autres contextes comme la famille, le travail, la communauté, les associations, etc. Et l'école n'est qu'un espace parmi d'autres de socialisation, comme l'a très bien dit donc, le sociologue Bernard Larire. Alors, les théories d'apprentissage aussi qui ont mis en avant l'importance de l'apprentissage expérientiel, je pense à Bandura, je pense à Kolb, et toutes ces théories mettent en avant l'importance de l'expérience, de l'interaction dans les différents environnements sociaux et pas uniquement dans le cadre scolaire. Alors là aussi, on commence à évoquer ces trois modalités d'apprentissage qui ont été expliquées par mes collègues précédemment, l'éducation formelle, l'éducation non formelle et l'éducation informelle. On passe au slide suivant pour voir vraiment l'impact de ces transformations sur les formes d'apprentissage. Là, on ne peut pas ne pas citer l'accélération des mutations économiques, mondialisation, transformation des marchés du travail, innovation technologique. Là aussi, on commence à sentir l'obsolescence rapide des connaissances et des compétences et la nécessité de la mise à jour des compétences tout au long de la vie, la diversification, l'instabilité des parcours professionnels. On commence à voir aussi dans la gestion des carrières aussi des termes et des concepts clés comme la reconversion, la mobilité professionnelle, la transition de carrière, les besoins d'adaptation permanente. Vous voyez, donc l'apprentissage tout au long de la vie, ce paradigme ne touche pas seulement la formation, l'éducation formelle, mais ça va au-delà de cette éducation. Oui. Et là, donc, on commence aussi à parler des nouveaux besoins en compétences, les compétences numériques, les capacités d'innovation, résolution de problèmes, apprentissage autonome et collaboration. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Toutes ces compétences, en fait, ils ont forcé le système de l'éducation formelle pour les prendre en considération parce qu'on commence à constater qu'il y a donc un fossé
entre ce que les élèves et les étudiants apprennent à l'école et à l'université et ce qui se vit réellement en dehors de ces deux institutions. Et là, donc, la question sur le développement des sociétés de la connaissance, l'économie fondée sur le savoir, l'insertion sociale et professionnelle. C'est dans tout ce contexte que je viens donc d'expliciter que l'apprentissage ne devient pas un luxe, mais une nécessité, un processus permanent et évolutif qui permet de mobiliser différentes formes d'apprentissage, formel, non formel et informel. Alors, maintenant, quels sont les liens entre l'éducation non formelle et l'éducation informelle en termes d'articulation et de complémentarité? Donc, je ne vais pas rappeler les différentes formes d'apprentissage parce qu'ils étaient donc rappelés de manière très développée avant. Oui. Mais je voudrais juste souligner donc, les espaces, les caractéristiques, l'éducation formelle, c'est l'école, l'université, la reconnaissance par les diplômes. L'éducation non formelle, c'est la valeur ajoutée des associations, des ONG, c'est les formations courtes, c'est les programmes communautaires. Et l'éducation informelle, c'est toute cette vie que nous menons tous les jours et toutes ces actions d'apprentissage en famille, à travers les interactions sociales, dans les espaces de travail, par des expériences quotidiennes. Ce qui fait que, vous voyez, donc c'est une complémentarité de toutes ces sources et opportunités d'apprentissage. Oui. Alors, maintenant, pour expliciter l'articulation entre l'éducation formelle et informelle, d'abord, essayons de penser cette articulation complémentarité en termes de continuité d'apprentissage. Les apprentissages se construisent progressivement à travers une diversité d'expériences sociales, culturelles et professionnelles. Dans la vie quotidienne, les individus développent de nombreuses compétences, interaction familiale, activité professionnelle, participation à la vie communautaire et usage surtout des technologies et des médias. Excusez-moi, Bon, Monsieur Nekleïd, oui, vous avez encore 5 minutes. Merci. 5 minutes, le temps passe vite. Donc, je vais plutôt. Alors, c'est aussi une articulation en termes de compétences, une articulation en termes aussi de dépasser les sphères isolées de l'apprentissage pour penser, comme l'a bien dit M. Keshouh, un continuum d'apprentissage et d'expérience. Oui, on passe. C'est aussi en termes de structuration d'apprentissage. Les savoirs et les compétences développées dans l'éducation, dans les contextes informels que j'ai cités, sont peu formalisés et ne sont pas toujours systématisés. C'est pour ça que l'éducation non formelle intervient comme un espace de structuration pédagogique pour transformer ces expériences en apprentissage plus organisé. Oui. Là aussi, la structuration prend différentes formes. Nous avons les programmes d'alphabétisation pour adultes, les formations organisées par les ONG, les ateliers communautaires, etc. Oui. Et le plus important, cette complémentation en termes de reconnaissance et de valorisation des compétences, puisqu'une grande partie des compétences se développe en dehors et en dehors de l'espace formel. C'est surtout dans l'éducation grâce à l'éducation informelle et non formelle. Oui. En termes d'adaptation des besoins des apprenants, la flexibilité des dispositifs d'apprentissage, la prise en compte de la diversité des publics, la personnalisation des parcours d'apprentissage, la valorisation des expériences et des savoirs antérieurs et le développement des compétences directement liées à des situations concrètes de la vie quotidienne. Oui. Alors, je voudrais terminer par évoquer quelques défis, enjeux et perspectives de l'éducation non formelle et informelle dans les systèmes éducatifs marocains et africains. Donc, mon ami professeur Keshouh l'a fait pour l'éducation formelle. Moi, je voudrais d'abord dire que, en termes d'enjeux, la TLV constitue un levier important pour l'inclusion éducative et sociale en Afrique. Et là, j'ai cité donc un certain nombre d'enjeux, les structures, donc le manque d'infrastructures, la pénurie d'enseignants, les ressources limitées, la TLV comme alternative éducative aussi pour les populations exclues, les jeunes déscolarisés, les adultes analphabètes, et aussi comme une opportunité de développement des compétences utiles et aussi comme levier de résilience et d'adaptation. Après les enjeux, je vais passer aux défis. Alors, les défis, il s'agit donc de reconnaître
de manière institutionnelle la TLV et de l'intégrer dans les systèmes d'apprentissage, dans les systèmes éducatifs. La question de la faible reconnaissance des apprentissages non formels et informels. La question aussi de manque de cadre institutionnel pour l'intégration de l'éducation non formelle dans les politiques éducatives, les inégalités territoriales et sociales et leur impact sur l'éducation et tout ce qui est professionnalisation des dispositifs, absence de faible appropriation des standards de qualité, faible formation des formateurs, absence d'évaluation limitée des programmes. Et je voudrais terminer par quelques perspectives, oui. Alors, quelques perspectives, bien sûr, le développement des dispositifs de reconnaissance, que ce soit la validation des acquis de l'expérience ou la reconnaissance des acquis antérieurs, ça c'est important. L'intégration de l'éducation non formelle dans les pratiques d'apprentissage tout au long de la vie, la mobilisation des technologies numériques et des ressources éducatives ouvertes pour élargir l'accès à l'apprentissage et soutenir l'éducation non formelle. Et là, nos amis de l'UL ont parlé des villes apprenantes, tous ces dispositifs importants. Le renforcement des partenariats entre États, ONG et communautés locales, mais aussi les communautés des chercheurs, notamment les universités, comme notre faculté, celle des sciences de l'éducation. Et enfin, donc, la contribution au développement socio-économique, à l'employabilité et à l'acquisition des compétences sociales et professionnelles. Oui. Donc, en guise de conclusion, je voudrais dire que nous apprenons tous les jours. Et ça, consciemment ou inconsciemment, soit de nouvelles habiletés numériques, soit de nouvelles idées, soit de nouvelles astuces pour dérégler des problèmes. Mais maintenant, l'enjeu majeur pour moi, c'est que il faudra que les parties prenantes de l'apprentissage tout au long de la vie soient conscientes que ce paradigme ne se décrète pas. C'est pas par des lois, c'est que il faut que chacun de nous, il faut que chaque acteur, chaque organisme, les départements ministériels commencent à voir que il y a, comme disait Jacques Delors, l'éducation un trésor caché dedans. Moi, je pense que l'apprentissage, c'est aussi un trésor caché dedans. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Medbeit, pour cette intervention très éclairante et riche qui met en évidence la complémentarité entre l'éducation non formelle et informelle et ainsi que les enjeux de leur intégration dans les systèmes éducatifs, surtout africains. Merci beaucoup à nos intervenants pour la richesse et la qualité de leur contribution. Donc, nous allons maintenant ouvrir la session de discussion. Nous avons reçu plusieurs questions de nos chers participants. Je vais me permettre d'adresser chaque question à l'intervenant concerné. Donc, pour Madame Madina, la question est la suivante. Du point de vue de Madame Madina, les acteurs de l'éducation, notamment les décideurs, devraient mieux préparer le public aux compétences nécessaires pour la vie. Pourtant, on observe que l'accent reste surtout mis sur les connaissances académiques. Existe-t-il des études qui évaluent dans quelle mesure les pays intègrent l'apprentissage tout au long de la vie dans leur politique éducative? Je vais réécrire la question sur le chat. Madame Madina, à vous la parole. Excusez-moi, ok. Merci beaucoup pour cette excellente question. Donc, pour ce qui concerne comment, je dois d'abord souligner qu'au niveau de UAL, nous maintenons vraiment des activités en termes de renforcement de capacité pour ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie. Nous avons déjà évalué ce concept dans plusieurs pays africains, comme par exemple au Rwanda, au Kenya, etc. Mais également récemment, comme je l'ai mentionné lors de mon intervention, nous avons une activité qui est focalisée également sur cet élément et nous avons aussi pris en compte certains pays africains, mais aussi francophones. C'était la première fois comme le Cameroun, le Maroc et la Côte d'Ivoire, etc. Donc, UAL est vraiment euh,
se focalise vraiment sur ces éléments et nous sommes arrivés vraiment dans certains pays à analyser comment l'apprentissage tout au long de la vie est mis en œuvre dans ces pays. Mais ce que nous avons remarqué, et il est important de le souligner ici, c'est que dans la plupart des pays africains, l'apprentissage tout au long de la vie est exprimé comme une référence générale dans les politiques, mais sans une substance opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension vraiment limitée au niveau des décisions politiques, aussi au niveau des parties prenantes. Il y a aussi une assimilation, une non-compréhension vraiment au niveau conceptuel. Et tous ces éléments font que l'apprentissage tout au long de la vie est difficilement mis en œuvre dans ces pays. Et donc, nous les accompagnons à travers différentes approches. Nous avons, par exemple, au niveau de notre plateforme HAP, des modules de formation par rapport à cette composante de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, nous formons les pays à ce niveau, mais aussi nous les amenons à avoir vraiment développé des stratégies d'apprentissage tout au long de la vie ou des politiques d'apprentissage tout au long de la vie. Merci beaucoup, Madame Bouli, pour ces précisions et pour vos éléments de réponse. Une autre question est adressée à Monsieur Aziz Reicheux. Donc, la question est la suivante. En Afrique, l'éducation formelle reçoit davantage d'attention que l'éducation non formelle, alors que les défis d'achèvement et de qualité restent importants. Quelle stratégie pourrait permettre une meilleure coordination entre ces deux piliers de l'apprentissage tout au long de la vie afin de les rendre complémentaires plutôt que concurrents? Je vais aussi coller la question sur le chat. À vous la parole, Monsieur Aziz. Merci. Merci, Madame Sarah. En fait, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est question de priorisation. Comme vous le savez, tout ce qui est éducation et apprentissage nécessite des budgets pour les États et pour les citoyens. Et donc, par conséquent, parfois, nous sommes confrontés à des situations d'arbitrage pour pouvoir prioriser un sujet par rapport à un autre. Mais ça, c'est une vision linéaire en fait, de la dépense publique sur l'éducation et la dépense également individuelle sur l'éducation. Et ce que nous essayons d'expliquer à travers tout le concept d'apprentissage tout au long de la vie, c'est de dire en fait que l'ensemble des briques sont liées, les trois sont liés finalement. Et il ne faut pas les dissocier. Il faut qu'il y ait toujours une relation, vraiment une cohérence, une relation assez forte entre le socle formel, le socle non formel et le socle informel. Parce que l'objectif, il est unique pour les trois dispositifs, si je peux dire. Et donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est en fait vu par le citoyen et par l'apprenant. Il faut qu'on arrive à expliquer à l'ensemble de nos jeunes, de plus en plus, que ils doivent plus rester dans le formalisme classique, qu'il n'y a qu'à l'école que je vais apprendre. Ça a fonctionné pendant des générations, mais aujourd'hui, ça doit complètement changer. Il faut que nos jeunes comprennent, il faut que nous arrivons à leur expliquer ça, à leur inculquer cette logique d'apprentissage continu et d'être toujours, de regarder l'apprentissage durant toutes les étapes de leur vie, pas comme une charge, comme une corvée, mais en fait comme une opportunité. Et nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons aborder dans d'autres webinaires et d'avoir des témoignages, des exemples de plusieurs personnes qui ont pu faire, qui à travers l'apprentissage continu ont pu faire des sauts qualitatifs dans leur vie sociale. Ils ont pu avoir même, et on a plusieurs exemples, on les connaît autour de nous, qui ont pu même créer des structures, ils ont créé des emplois. Nous avons également des gens qui avaient beaucoup de difficultés dans l'acquisition des connaissances dans leur jeune âge, mais après, ils ont pu, à un âge assez avancé, évoluer. Ils ont préparé de grands diplômes, des doctorats, et qui ont pu contribuer à l'enrichissement de la connaissance humaine. Donc le deuxième élément de réponse repose en fait sur l'effort individuel, sur la compréhension individuelle. Et ce qui a fonctionné classiquement ne le sera plus dans l'avenir.
Et un troisième élément, si je peux également dire, aujourd'hui, tout ce qui est numérique offre une opportunité à chacun de nous. Nous arrivons à faire des choses que nous n'avions pas la possibilité de faire auparavant. Aujourd'hui, nous sommes plus à peu près 120 personnes réunies en train d'échanger sur une thématique et pour pouvoir l'organiser de manière formelle, comme à la classique, ben, il faut de la logistique individuelle, il faut du transport, il faut beaucoup de choses. Et donc, le digital offre également une opportunité pour chacun de nous pour apprendre de nouveaux métiers, pour pouvoir lire des livres, pour pouvoir écouter des podcasts, pour pouvoir suivre des formations en ligne, pour pouvoir suivre des vidéos d'apprentissage de ce que nous avons ou ce que nous devons apprendre. En tout cas, le lien entre les trois socles, petit à petit, je pense que il va disparaître, mais tout dépendra de l'effort de chaque apprenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aziz, pour cet éclairage et ces éléments pertinents de réponse. Une troisième question adressée à Monsieur Sefnet Bleit. Comment vous voyez l'intégration de l'éducation citoyenne et inclusive dans l'apprentissage tout au long de la vie? Vous pouvez voir la question sur le chat, Monsieur Youssef. You are mute, Youssef. Monsieur Youssef, votre micro est coupé. Voilà, donc merci pour cette question pertinente qui trouve parfaitement sa place dans ce webinaire. Mais avant de donner un éclairage sur cette question, je voudrais juste, avec la permission des organisateurs, bien sûr, rappeler l'objectif principal de ce webinaire et pourquoi moi j'ai fait attention, c'est le webinaire numéro 1. Ça veut dire que la Fondation et l'UL, ils ont commencé par le commencement. Le commencement, c'est créer une communauté scientifique autour des questions de l'apprentissage tout au long de la vie, s'approprier les concepts majeurs, s'approprier les problématiques. Mais après, je pense que les webinaires suivants vont devoir adopter une posture, on va dire, plus catégorielle et plus aussi spécifique, c'est-à-dire quel est le regard des départements ministériels et leur degré d'implication de la TLV. Les ONG, comment ils peuvent contribuer, je donne des exemples, ce n'est pas des intitulés de webinaire, mais juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est quand même, ce premier webinaire, c'est un webinaire, on va dire, de brainstorming, pour qu'on puisse tous aborder tout ce qui relève de l'apprentissage tout au long de la vie. Mais quand on vient à la question de l'éducation à la citoyenneté, de l'éducation inclusive, ça colle parfaitement avec l'ODD 4, des objectifs de développement durable, qui a une dizaine de composantes, parmi lesquelles la question de l'éducation à la citoyenneté et l'éducation inclusive. Je rappelle aussi l'objectif majeur des villes apprenantes. L'objectif majeur des villes apprenantes, c'est aussi de pouvoir contribuer à la formation d'un citoyen capable et prêt à s'impliquer dans le développement local. À travers quoi? À travers toutes les opportunités de l'apprentissage tout au long de la vie. Je pourrais donner des dizaines d'exemples. Regardez tous les problèmes aujourd'hui que nous vivons, ne serait-ce qu'en Afrique, sur la question de la sécurité routière, ne peuvent être résolus que grâce à des dispositifs mis en place dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est vrai que les enfants commencent aujourd'hui à être sensibilisés sur ces questions, mais pas uniquement les enfants. On ne va pas attendre que ces enfants grandissent et deviennent adultes pour pouvoir voir moins d'accidents sur nos routes. Donc, c'est une question aussi d'implication du citoyen à travers une éducation donc à la citoyenneté. C'est aussi la question de l'inclusion. L'inclusion aujourd'hui, si on veut donner une autre définition de l'apprentissage tout au long de la vie, c'est effectivement l'apprentissage inclusif. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le professeur, pour ces éléments très éclairants et pour votre contribution enrichissante. Nous avons 3 autres questions d'ordre général. Donc, j'invite les 3 intervenants de répondre volontairement à ces 3 questions. Donc, la première, quelles initiatives pourraient permettre d'établir par pays
un état des lieux de l'apprentissage tout au long de la vie et d'assurer une actualisation régulière des données afin de disposer d'indicateurs harmonisés et d'identifier les lacunes à combler. Donc, qui souhaite répondre à cette question très pertinente? Medina, je pense, elle a levé la main. Ok, Madame Madina, vous avez la parole. Donc, je peux essayer de répondre à cette question. Donc, ici, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, on vous entend très bien, merci. D'accord. Donc, pour aller au-delà d'un simple état des lieux pour ce qui concerne l'apprentissage tout au long de la vie, nous pouvons ici proposer plusieurs pistes. En fait, d'abord, il est important de mettre en place des cadres communs de suivi d'indicateurs pour permettre d'harmoniser la collecte, l'analyse des données entre les pays. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, avec GRUEL, et mais aussi avec, pour ce qui concerne l'Observatoire national que nous avons au niveau de UAL. Ensuite, il est aussi pertinent de développer des systèmes de collecte de données réguliers, intégrés au système de statistiques nationaux de l'éducation. Mais enfin aussi, il faut essayer de mettre, de mettre en place des dispositifs qui gagneraient à accompagner ces plateformes de partage au niveau des pays. Donc, l'enjeu véritable, c'est vraiment de passer d'une logique d'un dialogue ponctuel à un véritable système de suivi continu de l'apprentissage tout au long de la vie, qui soit vraiment fondé sur des données comparables et régulières. Donc, comme je le soulignais, le GREL que nous avons actuellement, bientôt nous allons sortir le prochain rapport en 2027, peut servir d'outil dans cette perspective. Merci beaucoup, Madame Madina, pour votre clarification et ces éclaircissements enrichissants. Une deuxième question, quelles stratégies peuvent être mises en place pour assurer un financement durable de l'apprentissage tout au long de la vie, notamment à travers un partenariat renforcé avec la société civile, une meilleure intégration dans les politiques publiques? Alors, Monsieur Aziz, Monsieur Youssef et Madame Madina qui souhaitent répondre à cette question. Alors, je pourrais porter ma contribution par rapport à cette question, parce qu'effectivement, je pense que l'entrée majeure, c'est bien la question des politiques publiques, de développement en général. Je pense que c'est ça l'entrée majeure. Il faudra que ces politiques publiques soient revues sur la base de ce triptyque éducation formelle, non formelle et informelle, pour ne pas, nous le savons tous, c'est une question aussi de rapport au pouvoir. Certains départements ministériels pensent que s'inscrire dans une logique d'apprentissage tout au long de la vie, c'est aussi réduire des compétences de ces départements. Je pense que, et là, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Madina sur la question des études internationales GREL. Nous l'avons vécu au Maroc. On a été sollicité pour préparer le rapport national donc, de l'étude 6, le rapport 6, et nous avons vu, grâce donc au pilotage de la Commission marocaine de l'éducation, de la science et de la culture, l'implication de tous les départements ministériels et les ONG et tous les acteurs institutionnels et non institutionnels qui étaient là avec justement l'idée de vouloir trouver, bon, les indicateurs, ils sont clairs dans la plateforme du rapport, dans le canevas du rapport, je veux dire, mais cette dynamique, elle est lancée. Maintenant, il ne faut pas attendre encore Graal 7 pour pouvoir relancer cette dynamique. Je pense que là, à partir du rapport de sa sortie en 2027, ça peut déjà constituer une base pour que les politiques publiques revoient leur paradigme, revoir leur philosophie dans le sens de la complémentarité. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu que la question des villes apprenantes peut être un bon départ. Ça veut dire si on ne peut pas faire au niveau national, prenons déjà nous savons tous qu'au Maroc et dans les pays africains, donc les autres pays, il y a ce réseau des villes apprenantes, mais commençons déjà par réfléchir au sein d'une ville apprenante, comment fédérer les efforts, comment territorialiser les politiques pour qu'on puisse
Mais quand on parle de territorialisation des politiques, le financement y suit. Donc, le point de départ, ce n'est pas toujours le financement, c'est la vision. Une fois qu'on a la vision, les actions suivent. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Peut-être, Yussi. peut-être tu veux ajouter quelque chose aussi? Bien sûr, Madina. Oui, merci beaucoup, Sarah. En fait, je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. Donc, la question des politiques publiques est importante, mais aussi, je pense qu'il est important aussi de diversifier les sources de financement. Et Mhm. cela en mobilisant les ressources publiques, pas seulement les ressources publiques, mais aussi les partenariats avec les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile. Donc ici, le rôle de la société civile est particulièrement important parce que ce sont ces organisations qui sont très proches des apprenants et peuvent donc contribuer au développement de programmes d'apprentissage qui soient plus inclusifs et mieux adaptés aux réalités, et bien sûr en plus aussi de tout ce qui concerne les villes apprenantes. Merci. Merci beaucoup, Madina. Merci, chers intervenants. Nous avons reçu d'autres questions. Malheureusement, le temps passe. Nous arrivons au terme de cette session. Donc, nous allons traiter ces questions durant les prochaines sessions de ce cycle de webinaire. Donc, permettez-moi de remercier très sincèrement l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leur contribution, ainsi que tous les participants pour leur présence, leur attention et la richesse des échanges. Donc, nous allons clôturer. Madame Kef a dû quitter la session, donc nous la remercions énormément pour sa contribution et pour sa collaboration. Donc, je redonne la parole à Monsieur Aziz Kaïchouh pour clôturer notre session de webinaire. À vous la parole, Monsieur Aziz. Merci beaucoup. Avant de clôturer, j'ai lu plusieurs questions sur le chat. Nous allons tout noter parce que ça fera partie des thématiques que nous allons aborder dans les prochains webinaires, particulièrement la question du financement, la question des politiques publiques en matière d'ATLV, le rôle de la société civile, également le rôle des universités, le rôle on va également creuser davantage sur tout ce qui est non formel et ce qui est informel. Nous allons également parler des exemples réels. Nous allons, avec les collègues de l'UIL, vous présenter beaucoup de matières qui a réussi dans plusieurs contextes, dans plusieurs environnements. Donc, la série de webinaires vient de démarrer, mais nous vous donnons donc un engagement pour pouvoir aborder chaque fois un sujet pour creuser davantage et pouvoir échanger avec vous. Donc, si vous permettez, au nom de l'UIL et de la Fondation africaine, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence. Nous avons été plus de 120 personnes à suivre ce premier webinaire de la Fondation africaine et de l'UIL. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Belhaïd et Madame Madina pour leur présentation assez consistante et riche, à travers lesquelles nous avons appris beaucoup de choses. Nous également, au nom de la Fondation, je vous invite, avant de quitter, de remplir le formulaire pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, pour qu'on puisse vous contacter donc au fur et à mesure de ce que nous organisons. Je vous informe également qu'au niveau de la Fondation africaine, nous sommes en train de créer un think tank pour réunir des académiciens et des praticiens autour de la thématique de l'apprentissage tout au long de la vie, avec des experts nationaux et internationaux. Donc le think tank va voir le jour, Inch'Allah, dans 1 mois à 2 mois maximum, et qui pourra alimenter la réflexion collective autour du sujet de l'apprentissage tout au long de la vie, entre les différents pays africains, entre les différents académiciens des pays africains, entre également les experts, les acteurs, les intervenants. Donc, nous allons créer un espace d'échange intellectuel entre différents acteurs. Nous allons partager avec vous, au fur et à mesure, les informations concernant ce think tank. Également, à travers notre convention avec l'UIL, nous allons organiser
encore d'autres actions et d'autres activités pour lesquelles nous allons vous inviter dans un futur proche. Nous avons également signé dernièrement une convention avec l'IKE, l'Organisation mondiale de l'apprentissage des adultes. Et donc, avec cette institution internationale, nous allons également organiser des activités et des événements que vous allez pouvoir suivre, soit en ligne, soit également des actions que nous allons organiser en présentiel. Nous sommes également en train de développer nos relations et nos contacts avec les universités marocaines et par la suite avec plusieurs universités africaines pour pouvoir enrichir tout cet espace de débat et d'échange entre les différents chercheurs, académiciens, responsables et acteurs dans les systèmes éducatifs d'une manière générale. L'objectif de la Fondation est de pouvoir partager le maximum possible entre les différents acteurs, entre nous, et de pouvoir également alimenter la réflexion et de pouvoir également accompagner les différents pays qui souhaiteront travailler et s'investir sur la question de l'apprentissage tout au long de la vie pour pouvoir les alimenter avec de la documentation, avec des exemples de stratégie publique, des exemples également de mode opératoire, comment pouvoir mobiliser le monde universitaire, le monde de formation, également la société civile. Donc, ça, c'est le rôle de la Fondation qui permettra d'ici quelques petites années de pouvoir profiter, comme je l'ai dit au début, de cette opportunité des jeunes, du nombre de jeunes que nous avons en Afrique, pour pouvoir les aider, les accompagner le plus tôt possible dans leur vie pour pouvoir être les meilleurs citoyens possibles pour notre continent. Je réitère mes remerciements aux intervenants, à vous, mesdames et messieurs les participants au webinaire, et également à toute l'équipe de la Fondation et l'équipe technique et l'équipe des traducteurs qui nous ont permis de suivre ce webinaire avec les deux langues, français et anglais. Et je vous remercie pour votre présence et à bientôt, Inch'Allah. Et très bonne fin de journée, très bonne fin de Ramadan. Merci beaucoup, Monsieur Kaichour. Merci à toutes et à tous pour votre participation et contribution active. Et nous espérons de vous retrouver lors du prochain rendez-vous de cette session, de ce cycle de webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Madina. Merci, Monsieur Youssef. Merci à tous.